Bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 51. Bienvenue en 2023, bonne année, c'est parti. On commence avec un petit podcast en compagnie de notre cher Morgane, ton Cher nutritionniste Morgan préféré. Nutrition. Bonjour la France, bonjour la Belgique, bonjour le monde. Aujourd'hui, des questions très intéressantes qui est en fait la seconde moitié d'un podcast qu'on a réalisé il y a un mois peut-être maintenant. Mais bon, on espère vous régaler en termes de réponses. Commençons immédiatement. Alexandre, avec la première question, on a un fan, un auditeur qui nous demande quels sont les dégâts après 2 semaines d'arrêt, niveau force et physique. Et Qu'est-ce que tu réponds à cet auditeur? Ça, ils sont monstrueux. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, ils verront les questions, donc ça c'est chouette. Enfin, parfois quand je vais relancer le truc, donc petite raison de regarder sur YouTube. Mais après, on préfère que vous regardez sur Spotify parce que c'est plus intéressant de se développer là-dessus pour le podcast. Et puis c'est même plus agréable pour vous, comme ça vous pouvez faire autre chose aussi. Bref, petite parenthèse, on est parti pour cette question. Donc, qu'est-ce qui se passe après 2 semaines d'arrêt en termes de force, en termes de physique? Moi, j'aime bien illustrer, on va dire, cet exemple en parlant d'une étude qui a été faite sur un groupe qui s'est entraîné pendant, je pense ils ont fait un programme de 10 semaines, ou même 12 semaines, et 12 semaines, et il y avait 2 blocs de 4 semaines avec, on va dire, un groupe qui avait fait les 12 semaines d'affilée, sans prendre de break, et un groupe qui faisait 4 semaines d'entraînement, 2 semaines de deload, enfin 2 semaines d'arrêt complet, 4 semaines d'entraînement, 2 semaines d'arrêt, et après ils ont refait une petite séance test finalement. Et ce qu'on aperçoit, c'est que les gains en termes de force et de masse musculaire sont exactement les mêmes entre les groupes. Et donc c'est assez intéressant et assez surprenant. Bon, moi, je pense qu'il y a plein il y a des petites limitations comme dans toutes les études, mais ça montre que finalement il y a moyen de progresser même avec des breaks assez réguliers. Maintenant, on sait que quand on s'arrête par exemple 2 semaines, on aura des conséquences. Hein, c'est souvent on risque de perdre nos habilités techniques assez rapidement. Parfois on surcompense, donc on devient un peu plus fort. Mais si on pratique plus les exercices, on dissipe la fatigue. Mais si on pratique plus les exercices, on perd un peu notre technique dessus. On perd un peu nos repères, ce qui est pas forcément bon. Et en termes d'hypertrophie, de masse musculaire, ce qui se passe, c'est qu'on va perdre un peu notre glycogène musculaire, on va perdre un peu notre congestion, nos pumps, et finalement on va avoir un aspect un peu plus fondu. Et le gros problème de ça, c'est que quand on va reprendre, c'est chaque fois qu'on va refaire un peu plus de dommages musculaires, et donc potentiellement il faut mieux récupérer, et donc c'est un peu plus complexe. Et je pense que dans cette étude, ils ont choisi plus des exercices type machine, leg extension ou quoi, et que c'était plus au niveau local que c'était mesuré que des gros exercices plus techniques ou des exercices comme nous on pratiquerait en temps normal. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'arrêt est plus dangereux avec l'âge, avec l'expérience d'entraînement. On perd un peu plus de niveau quand on est plus avancé ou qu'on est un peu plus âgé. Lorsque l'on s'arrête, la dégradation est un peu plus rapide, surtout en termes de masse musculaire, et donc c'est au moins, au plus on est âgé, au moins on a intérêt à s'arrêter ou à faire des breaks, essayer de maintenir certains tips. Je vais te laisser rebondir là-dessus, et après on discutera peut-être de pourquoi est-ce qu'on s'arrête 2 semaines. Ok. Alors oui, en fait, sur une, comment je pourrais dire ça? À l'échelle de quelque chose comme une année, de 6 mois, en fait, une grosse période de temps off, déjà ça va représenter une infime partie de votre volume annuel d'entraînement, hein, si vous entraînez pas pendant cette période donnée. Que ce soit pour une période de départ en vacances, que ce soit peut-être une période plus longue, si c'est une période d'arrêt à cause d'une blessure ou autre, ça ne va pas ruiner vos progrès. Comme l'a dit Alexandre, il y a eu cette recherche qui avait été réalisée avec de l'entraînement saccadé, on va dire, avec une période de pause au milieu où l'entraînement continue. Les groupes avaient une prise de muscle et une prise de force similaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter
toutes les 4 semaines pour avoir la même gain en s'entraînant moins, certainement pas, mais ça peut au moins nous enseigner que il n'y a pas de quoi avoir peur de la perte de masse musculaire ou perte de force liée à une courte période d'arrêt, et encore moins si vous vous entraînez encore un tout petit peu, comme ce sera le cas en déload, si vous choisissez de réduire votre nombre de séances, réduire votre volume d'entraînement, réduire un petit peu vos charges, donc l'intensité absolue. Vous risquez pas en deload ou en courte période d'arrêt de perdre vraiment en masse musculaire, vraiment en perf, encore moins si vous êtes en deload. Donc ça représente pas grand-chose à l'échelle d'une année complète d'entraînement. C'est surtout, je dirais, subjectivement, l'expérience que vous en aurez quand vous reprenez l'entraînement après une période d'arrêt. Oui, souvent, on a perdu en compétences techniques, donc nos trajectoires de barre sont moins bonnes. Notre handstand est parti en vacances, mais n'est pas revenu pour le moment, que vous êtes revenu de vacances réellement, ce qui ne fait pas plaisir. Mais vos performances vont mettre grand maximum la plupart du temps la même durée à revenir que la durée pendant laquelle vous êtes parti en vacances, si c'était un départ en vacances ou autre. Donc si vous n'êtes pas rentré pendant 2 semaines, vous allez mettre grand max 2 semaines à récupérer ses perfs le plus souvent moins. Donc vous inquiétez pas. Et en matière de masse musculaire, comme a dit Alexandre, c'est beaucoup une question de se sentir moins big, mais sans avoir perdu pour autant votre tissu contractile, quoi. C'est plus, vous n'avez pas cette inflammation, ce gonflement lié à l'entraînement que vous avez quasiment perpétuellement quand vous vous entraînez plusieurs fois par semaine chaque groupe musculaire. Et peut-être que vous avez perdu momentanément en glycogène parce que vous n'avez plus cette stimulation musculaire qui demande ensuite à être dans un sens compensé par du restockage en glycogène. Et du coup, vous semblez moins big, vous semblez moins plein quand vous regardez dans le miroir. Mais en fait, vous retrouvez cette apparence-là en quelques séances d'entraînement lorsque vous allez reprendre. Surtout si vous reprenez exactement les mêmes séances que vous aviez à l'arrêt, ou légèrement plus simple, bien sûr, que vous reprenez votre rythme de sommeil, votre rythme alimentaire. Voilà, le résumé, c'est vous n'avez pas perdu autant que vous pensez avoir perdu. Et deuxièmement, ça revient vite. Donc, ne vous en souciez pas. Après, ça reste toujours mieux, même en période de vacances, d'être un peu actif, de pouvoir caler quelques séries par-ci par-là, de certains exos poids de corps si vous êtes dans le calisthenics. Toujours cool si vous avez accès à la salle d'un hôtel, peut-être, si vous êtes en vacances, de taper une petite séance ou 2 full body. Ça limiterait un petit peu la casse. Mais à nouveau, vous n'allez pas perdre grand-chose. Et il y aura plus de pertes dans votre tête que réellement physiologiquement sur votre physique et sur vos perfs. Yes, voilà, c'est bien dit. Et ouais, rien à rajouter. Ok, deuxième question. Donc comment bien travailler son grip aux anneaux? Et on va directement répondre à cette question là. Je te laisse commencer ou Ouais, je commence. Alors, comment bien travailler son grip aux anneaux? Allez, ensuite, il y a une deuxième partie de la question. Comment bien travailler son grip aux anneaux? Faut savoir pourquoi on travaille son grip. Est-ce qu'on travaille son grip simplement pour avoir une poignée de remontant? Auquel cas, il n'y a pas d'avantage inhérent à l'utilisation des anneaux, a priori, en général. Mais certainement que si la question est posée, c'est que l'internaute nous parle peut-être du false grip. Donc le false grip, c'est une certaine prise que l'on a aux anneaux, où on est en flexion de poignet, qui est maintenue tout au long du mouvement, donc une flexion de poignet forte, isométrique, qui va nous permettre de réaliser des mouvements désgymnastiques, comme dans un premier temps le muscle up aux anneaux, et après certaines figures plus avancées, type FSTO et autres. Bon, il y en a plein d'autres, mais principalement muscle up aux anneaux. Et donc ça va nécessiter de l'apprentissage, ça va nécessiter une certaine force, et étant donné que c'est une prise que l'on a aux anneaux, ça fait sens de travailler cette prise aux anneaux évidemment. Et comment bien travailler son false grip aux anneaux? Je sais qu'Alexandre, lui, il veut nous en parler, je suis plutôt d'accord avec ça, il est plutôt fan de chercher à intégrer l'apprentissage du false grip dans l'apprentissage du muscle aux anneaux lui-même. Et là, c'est Alexandre qui va vous en dire plus.
Yes, hein. Donc ça veut dire que lorsque voilà, on sait que la personne elle commence à vouloir avoir son muscle up aux anneaux, elle arrive quand même déjà enchaîner. Le muscle up aux anneaux, il est quand même beaucoup plus accessible que sur barre. Donc je dirais qu'à partir de étonnamment 6, 7, 8 tractions, on peut déjà commencer à envisager de le réussir, de le passer. Et après voilà, si vous avez 7-8 tractions, vous allez mettre plus longtemps que quelqu'un qui en aura probablement 15. Après ça dépend encore de certaines choses, et notamment du grip. Et donc la question que vous vous posez peut-être, c'est vous avez essayé mais votre grip ne tient pas. Et c'est pas forcément parce que il est faible, c'est que vous n'avez pas encore la bonne technique, ou peut-être qu'effectivement il est un peu plus faible et que vous avez du mal à maintenir ce false grip. Donc le truc c'est que pendant il va falloir trouver la progression du muscle up aux anneaux que vous allez maîtriser, qui vous permettra de conserver ce false grip. Donc par exemple les progressions aux anneaux, si je cite un peu un ordre, c'est de les faire assister au sol avec les pieds par exemple sur peut-être tout d'abord les pieds au sol, après les pieds sur une box un peu en L-sit, et on vient pousser avec ses talons sur la box. Ensuite on peut faire simplement des tractions hautes aux anneaux en partant du L-sit. Le L-sit, ce qui est intéressant, c'est que ça va venir automatiquement faire un petit bras de levier. Et maintenant, vraiment, il y a la technique de réussir à monter assez haut et de garder les coudes bien proches du corps sans perdre ce full grip. Et en pratiquant normalement les progressions que je viens de citer, ça devrait pas trop poser de problème de maintenir ce full grip. Et donc voilà, simplement en pratiquant ça, et une fois que vous allez passer des répétitions comme ça avec ces progressions assistées, et que vous allez upgrader ces progressions, et que vous allez passer le muscle up en libre, tout en augmentant votre action sur vos renforts, etc. Donc c'est pas parce que vous avez 5-6 tractions que vous devez arrêter de les augmenter et focaliser uniquement sur le muscle up. Ça sera toujours pratiquer un peu de muscle up, continuer à augmenter ces tractions. C'est un peu la règle dans les skills, hein. C'est pas parce que vous avez une traction à 40 kg que vous devez attaquer le front lever. Ça peut vraiment valoir le coup d'augmenter encore ces tractions lestées, même si c'est pas forcément le plus prédicteur du front lever à partir d'un certain moment. Donc ça sera intéressant. Donc c'est la même chose pour le muscle up aux anneaux. Et ensuite, si vous avez quand même essayé ces méthodes et que vous sentez que rien à faire, ça ne passe pas, peut-être envisager un peu de travail accessoire sur le muscle up aux anneaux, éventuellement des tirages, des rowing, des tractions aux anneaux, des rowing aux anneaux, en false grip, même si voilà, c'est pas du tout un truc que je recommanderais dans un premier temps, voire des suspensions passives par la suite. Mais souvent, ce que vous avez le plus intérêt à faire, ça sera juste avoir un bon grip. Et pour avoir un bon grip, le renfort va presque suffire. Et parfois, il faudra faire des tonnes de relevés de jambes en fin de séance à la barre, des suspensions passives à deux mains, à une main, voire lesté. Et, et normalement, le tour devrait être joué. Donc, Ouais, c'est ça. Autre chose, alors, en dehors du full grip, un petit avantage qu'on aurait peut-être à travailler notre grip en suspension passive aux anneaux, c'est que les anneaux, étant donné qu'ils peuvent pivoter, se rapprocher, s'éloigner, ça peut être un peu plus confortable d'un point de vue épaule, de réaliser vos suspensions aux anneaux plutôt que de faire vos suspensions à la barre fixe. Donc c'est quelque chose à prendre en considération aussi si vous avez des douleurs aux épaules lorsque vous êtes dans une position avec les bras au-dessus de la tête, mais que vous voulez quand même travailler votre piste. Voilà, ça c'est le petit bonus. yes. On va attaquer la deuxième question qui est assez reliée. Donc, avantage de travailler aux anneaux pour l'hypertrophie. Je te laisse faire le petit check-up. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un exercice est un bon exercice pour l'hypertrophie? Il peut y avoir plusieurs choses. Liste non exhaustive. Déjà, il faut que ce soit un exercice qui cible correctement le groupe musculaire que vous voulez solliciter. Donc, de 1. De 2, c'est bien si c'est surchargeable sur la durée. Parce qu'on sait qu'à mesure qu'on progresse, il faut continuer de rajouter de l'intensité, du volume et autres pour rendre l'exercice toujours challengeant. Donc de 2, il faut que ça soit progressable. De 3, il faut que ça soit mesurable pour savoir chaque séquence ce que vous devez faire précisément et savoir quantifier la difficulté de l'exercice que vous faites, savoir quantifier l'amplitude, savoir quantifier le volume qui est réalisé. Donc voilà, 3, quantifiable, mesurable. Et 4,
que articulairement, ce soit un mouvement qui ne vous détruise pas, donc qui soit relativement confortable, ou du moins relativement confortable dans le schéma de répétition que vous avez décidé d'utiliser, avec le tempo d'exécution que vous avez décidé d'utiliser, parce que c'est pas juste la sélection d'exercices enfin, c'est pas juste l'exercice en question, indépendamment du reste, qui va être dangereux ou pas articulairement. Il y a aussi toute la variable de la façon dont vous l'exécutez, fourchette de rep, volume, intensité. Alors, donc de 1, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est bénéfique, les anneaux pour l'hypertrophie, pour le critère premier qui était il faut que ça cible le groupe musculaire donné? Moi, je dirais que plutôt oui, parce qu'on a un tas d'exercices qu'on peut réaliser aux anneaux, que ça soit en tirage, en poussée, de l'isolation pour les bras, de l'isolation pour les épaules. Donc, a priori, vous trouverez votre bonheur si vous voulez solliciter un groupe musculaire en particulier, aussi bien sur des mouvements complets polyarticulaires que sur des variantes d'isolation. On a vraiment l'embarras du choix quand on est aux anneaux. Donc, le point 1, il est plutôt coché. Ouais, on peut stimuler les groupes musculaires qu'on veut. Le point 2, est-ce que c'est surchargeable? Je dirais que oui, c'est aussi surchargeable parce que déjà, les gros mouvements comme les dips, les tractions, ça peut se lester. Des mouvements comme des pompes aux anneaux, du rowing, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison du corps jusqu'à avoir le corps vraiment à l'horizontale. Donc, trouver des variantes plutôt dures. À nouveau, ça peut se lester ensuite, du rowing ou des pompes aux anneaux quand vous êtes déjà assez fort. Et après, pour tous les exos, bras, épaules, tout ça, à nouveau, on joue avec l'inclinaison du corps. Et pour vous dire, un pelican curl, si vous êtes extrêmement fort, à mesure que vous continuez de progresser, ça devient un curl avec l'intégralité de votre poids de corps, ça devient une sorte de FSTO. En fait. Donc, très peu de gens savent mettre un FSTO. Nous, personnellement, non. Donc, vous avez une belle marge de manœuvre encore en termes de progression aux anneaux pour l'hypertrophie. Donc, ça, c'était le point 2. Donc, point 2, c'était est-ce que c'est surchargeable? Réponse oui, je pense. Critère 3, est-ce que c'est traquable? Alors, ça, on en parle juste après. C'est traquable dans une certaine mesure, mais ça peut avoir quelques défauts. C'est traquable parce qu'il faut faire attention à la longueur des straps de vos anneaux, il faut faire attention au positionnement de votre corps, là où vous avez vos pieds. Si vous avez une forme de corps plutôt alignée, donc hanche en extension, une colonne vertébrale relativement droite, ou est-ce que quand la série devient difficile, sur du face pull, sur du curl, vous allez être en extension de hanche, vraiment abusé, en extension thoracique, vraiment abusé, même en légère flexion de genou, c'est-à-dire plein de petits ajustements techniques qui vont faire que vous allez pouvoir mettre plus de poids sur vos pieds et moins de poids sur vos mains. Et ça va rendre l'exercice plus facile. Donc ça va être une contrainte du tracking de la progression. Ça, on en reparle juste après. Et quatrièmement, c'était est-ce que les anneaux, ça peut être confortable articulairement? Oui et non. Plutôt oui, parce que, étant donné que les anneaux, comme on l'a dit juste avant, pour les suspensions passives, eh bien, ils peuvent être mobiles. On peut les bouger dans l'espace selon la mise en place qui va être la plus confortable articulairement. Et ça rejoint aussi le point de on peut faire en sorte de simplifier les exercices si besoin. Donc, on peut doser la charge, on peut doser l'intensité. En fait, les anneaux aussi, l'avantage, c'est vu que les deux sont un peu séparés, c'est un peu comme si on avait le meilleur des deux mondes entre des poulies et des haltères, qui sont grosso modo des types d'équipements assez confortables articulairement. Donc, c'est plutôt confortable articulairement. Attention cependant sur des mouvements de poussée, notamment si vous souffrez déjà de douleurs au poignet, au coude, aux épaules, parce que sur des mouvements de poussée, vous allez avoir une demande de stabilisation qui va être assez élevée. Et si vous êtes encore en rétablissement de certains soucis peut-être d'épaule, vous êtes encore un peu instable, vous avez encore pas mal de douleurs, ça peut vous causer des inconforts articulaires trop conséquents, mais je dirais que ça se restreint quand même grandement à ces rares cas de figure où vous débutez les anneaux en même temps que vous êtes encore légèrement blessé et encore en train de souffrir de certaines douleurs. Donc les anneaux, de mon point de vue, c'est un plutôt bon équipement pour l'hypertrophie sur les 4 critères que j'ai cités, c'est-à-dire 1.
ce matos me permet de cibler précisément le groupe musculaire que je veux stimuler. 2, est-ce que cet exo est progressable? 3, est-ce que cet exo est quantifiable? 4, est-ce que cet exo est assez confortable articulairement? Alexandre, tu as quelque chose à nous dire sur la progressivité et le tracking Yes. de l'entraînement aux ados? Yes. Donc pour ce qui est de la progressivité du tracking, c'est important d'avoir certains repères. Donc c'est un peu comme pour tout, hein. Finalement, on mesure un petit peu la charge qu'on va mettre. Et là, pour savoir un peu mesurer la charge qu'on va mettre, il faut savoir mesurer c'est quoi l'aide que les anneaux vont m'apporter. Et pour mesurer un peu l'aide, on va s'en rendre compte en plaçant son corps ou les anneaux différemment. Donc une bonne manière de standardiser l'aide en termes déjà de hauteur. Donc vous allez pouvoir placer la hauteur à des repères. Donc placer par exemple le dessus des anneaux à hauteur clavicule, les placer à hauteur hanche, et les placer à hauteur genou. Et soit vous prenez le haut de l'anneau ou le bas de l'anneau, ça va dépendre un peu de votre setup actuellement. Et à partir de là, vous allez pouvoir à partir du moment où vous avez votre repère de hauteur, vous allez pouvoir avoir un repère d'inclinaison. Donc idéalement, c'est bien de pouvoir avoir la capacité de travailler vraiment avec les anneaux le plus vertical possible, comme ça vous allez pas pouvoir trop tricher. Maintenant, il y a certaines progressions, par exemple si on vous demande de faire un rowing hauteur hanche, il y en a beaucoup, ils vont avoir du mal à avoir l'anneau qui sera assez confortable. Donc là peut-être qu'il va falloir se dire, ok, je mets mes pieds en dessous du setup où j'ai accroché les anneaux, donc exactement en dessous, hauteur hanche, et je m'incline vers l'arrière. Et donc là, je sais que je suis à peu près à cet angle-là. Et voilà, petit à petit, c'est bien de passer du temps dessus, peut-être éventuellement faire tout son mésocycle dessus, ces 4 semaines à cette hauteur-là, hop. Et ensuite, on revient à réavancer les anneaux à la verticale, et peut-être qu'on a la force pour y arriver. Et là, on repart sur une fourchette de rep un peu plus basse, pour pouvoir matcher cette progression. Et donc, à partir du moment où vous avez certains repères comme ça, vous allez pouvoir, on va dire, assurer votre surcharge progressive. Et c'est ça qui est chouette, hein. Même chose avec les pompes, vous allez pouvoir, au début, devoir les incliner un petit peu, et après, vous allez pouvoir les mettre à la verticale, et après, vous allez les avoir presque à hauteur du sol, et puis vous allez pouvoir mettre un banc pour avoir les pieds à hauteur des anneaux. Et après, on peut encore se lester, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Je voulais revenir un peu sur cibler le bon groupe musculaire. Par exemple, il y a certains exercices, certains muscles qui seront un peu plus compliqués. Par exemple, les deltoïdes, donc faire de la poussée verticale aux anneaux, c'est quand même assez difficile. On peut quand même penser aux pike push-ups, ça reste une possibilité. Voire même des sortes de pseudo-planches push-up, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. En général, la poussée horizontale, les pompes et les dips feront vraiment un bon taf. Pour cette partie-là, c'est un peu plus délicat. Après, il y aura aussi souvent le grip qui sera peut-être le facteur limitant. Là, on en revient un peu avant, mais on sait que par exemple sur toutes les machines de muscu et en musculation, c'est quand même assez intéressant d'utiliser des straps pour facilement ressentir plus ses dorsaux, se placer dans certaines positions. Donc c'est quand même des outils en plus, et tandis que aux anneaux, on risque d'être un peu plus limité là-dessus. Mais maintenant, des straps, ça peut s'utiliser, mais c'est quand même plus challenge. C'est quand même plus challenge, mais ça peut s'utiliser même pour les tractions. Ça peut vous faire gagner quelques reps en plus et vous faire mieux ressentir votre dorsale. Donc il y avait ça, il y avait la progressivité, là on en revient un peu avec le tracking et voilà le cyclage un peu d'envoi mésocycle et sur le confort, je suis d'accord avec toi, donc c'est parfait. Une petite chose à prendre en compte, c'est aussi c'est vrai que c'est peut-être notre faute à nous et même ma faute aussi, parce que pourquoi se contenter exclusivement des anneaux? C'est un peu la question aussi, pourquoi être puriste au poids du corps, pourquoi se contenter uniquement des anneaux, alors que voilà, même si vous entraînez à la maison, avoir vos anneaux et une petite barre ou une petite paire d'haltères en plus, aller en salle de muscu et prendre vos anneaux avec, c'est toujours des possibilités en plus, quoi. Je pense que les anneaux c'est intéressant quand vous êtes en vacances, que vous avez que ça à faire, ou alors vraiment quand vous avez des objectifs de routine aux anneaux, des skills aux anneaux. Là, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté pour optimiser sa progression et donc avoir certains outils en plus. Mais maintenant, ça dépend un peu de chacun, de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Mais bon, je pense que si le sport est quand même important pour vous, même si vous avez peu d'espace à la maison ou quoi, et que c'est un peu contraignant, ça peut quand même être intéressant d'essayer de trouver 2-3 petits outils en plus.
Donc voilà, on sait que pour l'hypertrophie, c'est quand même bien d'avoir une grosse panoplie d'exercices, variété, de pouvoir être confortable sur chaque exercice, de pouvoir vraiment bien cibler les groupes. C'est bon. Ok, reprenons la prochaine question qui est aussi la dernière question. Quelqu'un nous parle de parler du concept de la recomposition corporelle qui vraisemblablement lui semble assez obscur. Alors, on va en parler brièvement. Qu'est-ce que c'est que la recomposition corporelle? Déjà en termes de définition, recomposition corporelle, quand on parle de ça dans le milieu de la nutrition et de l'entraînement, c'est une période de temps, une phase pendant laquelle on va simultanément gagner en masse musculaire et abaisser notre taux de masse grasse. Donc en fait, on va progresser en matière de physique, tout simplement, dans les deux sens à la fois. Donc ça va ni être une prise de masse pendant laquelle on va chercher à maximiser nos chances de créer la masse musculaire en acceptant les gains de gras, ni être une période pendant laquelle on va être en sèche, en déficit calorique, en cherchant à abaisser notre taux de masse grasse, sans particulièrement chercher à gagner en masse musculaire, plutôt juste en se contentant de maintenir notre masse musculaire. Alors évidemment, la recomposition corporelle, c'est un petit peu le saint graal, parce que en tant que nutritionniste, la plupart des clients que j'ai comment dire, qui ont des objectifs de composition corporelle, bon, ils me contactent particulièrement pour une prise de masse ou particulièrement pour une période de sèche, mais sur la durée, ils veulent à la fois gagner en masse musculaire et à la fois sécher. Mais là, ce qui définit que on réussit une recomposition corporelle, c'est qu'on atteint les deux, on réussit à faire les deux dans une période de temps donnée, a priori assez courte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va être en mesure de réussir une recomposition corporelle? Il y a des facteurs qui vont faire que des individus vont être plus prônes que d'autres à connaître une période de recomposition corporelle. Tout d'abord, les débutants, les gens qui commencent l'entraînement, ils vont pouvoir gagner de la masse musculaire plus rapidement que les individus avancés, et en fait, ils vont tellement facilement répondre aux stimulus de l'entraînement qu'ils vont être en mesure de gagner de la masse musculaire, même en étant en déficit calorique. Donc, même en étant dans un climat qui va, a priori, faciliter la perte de masse. Donc, ça s'observe la recomposition corporelle chez les débutants. Ça s'observe aussi chez des individus qui commencent à se doper, ou même qui se dopent depuis un moment, parce que bon, la physiologie quand on est médicalement assisté est différente. Là, c'est moins étudié ça comme sujet. Mais ce sera pour un prochain podcast. Autre chose, si jamais vous avez déjà eu par le passé une très bonne masse musculaire, mais que vous avez arrêté l'entraînement pendant plus de 2 semaines, ou que vous êtes blessé, peut-être, vous avez fait autre chose de votre existence, mais bon, vous avez peut-être un historique de masse musculaire. Si vous avez arrêté l'entraînement, que vous avez perdu cette masse musculaire, vous bénéficiez encore de votre mémoire musculaire, donc vous allez être un peu à l'image d'un débutant, en mesure de gagner en masse musculaire assez rapidement, sur une courte période de temps, et ce, même à maintenance calorique ou en déficit calorique, ce qui va permettre aussi de perdre du gras dans le même temps. Et enfin, dernier cas de figure qui facilite la réalisation d'une recomposition corporelle, c'est si si un individu est en surpoids. Parce que dans le cas de figure d'une personne vraiment en surpoids, vraiment obèse, et ben en fait la personne a tellement d'énergie simplement dans ses cellules graisseuses, cette énergie qu'elle peut libérer au quotidien, que ça augmente les chances de connaître une recomposition corporelle, parce que en se plaçant en déficit calorique, donc en ayant cette dette calorique quotidienne, la personne va devoir libérer l'énergie via ses cellules graisseuses pour au final survenir aux besoins de son corps, puisque la balance énergétique sera négative en mangeant moins de calories que ce qu'on dépense. Donc la personne perdra du gras a priori, tout en étant quand même en mesure, surtout si la personne est débutante en entraînement, tout en étant en mesure de bâtir des muscles, parce que la personne aura tellement d'énergie en fait, totale stockée dans son corps sous forme de tissu adipeux, que cette énergie là pourra être en mesure
en fait nourrir entre guillemets, c'est pas ça exactement le terme, mais voilà, de fournir l'énergie nécessaire au processus de création musculaire. Donc la recomposition corporelle, c'est parfois ce que les gens appellent transformer le gras en muscle. Ça fonctionne pas comme ça, parce que chimiquement, le gras, c'est très loin d'être de la masse musculaire en fait. Mais c'est deux phénomènes qui peuvent se passer en parallèle, particulièrement dans les cas de figure que j'ai cités, c'est-à-dire un débutant, une personne dopée, une personne qui reprend l'entraînement après une période d'arrêt, et quatrième cas de figure, une personne en surpoids. Donc si vous combinez plusieurs facteurs, c'est-à-dire une personne qui s'entraînait par le passé très dur, qui avait un bon physique, qui a arrêté de s'entraîner pendant 1 an, qui maintenant a un taux de masse grasse vraiment élevé, qui reprend l'entraînement, mais du coup en reperdant du poids et en repartant pas de leur peau, ça c'est une personne qui peut espérer voilà, connaître une période de recomposition corporelle. Alors, comment créer un plan d'action pour connaître une période de recomposition corporelle? On peut connaître une recomposition à la fois en étant en léger surplus, ou en étant en léger ou moyen déficit, ou en étant en maintenance calorique. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on observe lorsque les gens sont en déficit calorique. D'ailleurs, chose intéressante à noter, est-ce qu'on peut prendre ou perdre du poids en étant en maintenance calorique, mais dans des cas de figure très spécifiques, parce qu'en fait, 1 kg de masse grasse, ça représente bien plus de calories que 1 kg de masse musculaire. 1 kg de masse grasse, ça fait 7700 calories, alors que 1 kg de masse musculaire. Alors, donc, voilà, on va reprendre par ça. Comment créer un plan de recomposition corporelle? Donc, c'est quelque chose qui peut se passer en étant en maintenance calorique, léger surplus, léger ou moyen déficit calorique. Il se peut que vous preniez ou perdiez du poids en étant en maintenance calorique parce que 1 kg de masse grasse, ça contient pas la même quantité de calories que 1 kg de masse musculaire. 1 kg de masse grasse, ça contient mathématiquement dans les 7700 calories, alors que 1 kg de masse musculaire, je sais plus si c'est 2000 ou 3200 kilocalories. Ce qui fait que voilà, on pourrait imaginer un scénario dans lequel vous êtes à maintenance calorique, simultanément vous perdez 1 kg de graisse et vous perdez 2-3 kilos, mathématiquement j'ai plus les maths exactement en tête, de masse musculaire. Donc dans ce cas-là, si vous avez perdu 1 kg de graisse et gagné 2-3 kg de masse musculaire, vous avez gagné du poids, alors qu'en fait pendant cette période de temps, vous avez été à l'équilibre énergétique. Donc c'est un des rares cas de figure qui peut se produire. Mais en fait, 1 kg de masse grasse, c'est beaucoup plus rapide à perdre que 2 kg de masse musculaire de ce qu'on a gagné. Enfin, 2 kg de masse musculaire, c'est plus dur à gagner que de perdre 1 kg de masse grasse. Donc fréquemment, c'est plutôt que on perd vachement de masse grasse, voilà, plusieurs kilos, et qu'on gagne quelques centaines de grammes de masse musculaire. Ça, c'est le cas de figure le plus fréquent. Et du coup, en fait, dans ce cas de figure, si on perd plus de kilos de masse grasse que l'on ne gagne du kilo de masse musculaire, ça veut dire qu'on était dans un bilan énergétique et négatif, c'est-à-dire qu'on était en déficit calorique pendant cette période de temps. Donc c'est plutôt en déficit calorique qu'on observe dans la recherche des phénomènes de recomposition corporelle. Donc, ah oui, alors, autre chose qui va faciliter le fait de connaître une recomposition corporelle, ça va être dans un niveau de stress assez bas, s'entraîner avec un haut volume d'entraînement, dormir suffisamment, consommer des protéines suffisamment élevées, donc entre 1,8 et 2,2 grammes, voire plus, de protéines par kilo de poids de corps. Enfin, en fait, toutes ces bonnes recommandations qu'on a, peu importe la phase, tout ça, ça va faciliter votre recomposition corporelle. Mais en application, je ne recommande pas de créer des plans d'action ayant pour but la recomposition corporelle. Je recommande plutôt de mettre en place des bons procédés pour votre prise de masse, de mettre en place des bons procédés pour vos sèches, et ça arrivera parfois, quand vous faites vraiment tout bien, qu'il y a un peu un alignement d'étoiles, que pendant vos sèches, vous mainteniez étonnamment bien votre masse musculaire, et peut-être que vous preniez même de la masse musculaire. Et c'est vraiment le scénario le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est vous faites une sèche, vous faites tout bien, même vous remarquez pendant votre sèche, voilà, vous n'avez pas faim, les perfs vont bien, la sèche semble facile, le physique bouge bien, peut-être que vous avez connu une période de recomposition. Ça arrive aussi parfois quand vous êtes à maintenance, peut-être que juste, voilà, c'est ça, vous reprenez une période d'arrêt,
vous mangez à maintenance, c'est-à-dire que vous comptez même pas vos calories, vous cherchez pas à prendre ou à perdre du poids, vous ne pesez pas du tout, hein. Vous ne pesez pas votre nourriture. Vous reprenez des bonnes habitudes alimentaires, vous reprenez l'entraînement. Vous Peut-être entraînez que votre poids correctement. va pas trop mal. Si vous êtes Comment? si tu t'entraînes mal pendant des années et que du jour au lendemain tu fais un vrai plan d'entraînement avec vraiment bien optimisé, bien adapté, que tu rajoutes certains facteurs, ouais, je suis convaincu que ouais, tu peux effectivement recomp ou voire même vraiment prendre de la bonne masse maigre principalement. Ouais, voilà. Ça rentre un peu dans la catégorie. Vous êtes débutant, mais très peu de personnes se pensent débutants, alors que beaucoup de gens ont pas du tout encore exploité leur potentiel génétique. Donc il y a ce cas de figure aussi de, bon, ça fait 2-3 ans que vous vous entraînez en bro split, vous n'allez pas aussi proche de l'échec que ce que vous pensez, vous mangez trop peu de protéines, vous avez une fréquence de 1 fois par semaine par groupe musculaire, vous dormez peu, vous consommez beaucoup d'alcool le week-end. Voilà, vous êtes un go muscu débutant un peu pour le plaisir, et puis il y a un jour où vous dites que vous avez envie de vraiment passer au next level en termes de physique, vous gagnez un cran de passion par rapport à l'entraînement de musculation, de calisthenics, de powerlifting ou autre, vous vous mettez à vous entraîner mieux, à améliorer votre style de vie, et là vous allez être en mesure de faire des gains insoupçonnés. Peut-être que si vous êtes à maintenance calorique ou en léger déficit ou en tout léger surplus, peut-être que là aussi vous allez pouvoir vivre une période de recomposition. Ouais. Pour mettre ça en place, il suffit de vous faire coacher niveau diète par Morgan et niveau entraînement. Avec ça, vous allez recomp fois 1000 et faire des PR. Voilà, on vous enverra les seringues assez discrètement. Ne vous inquiétez pas. Yes. Ouais, je pense qu'on a Non, bien abordé le sujet. Aucune injection n'a été préconisée par Morgan Nutrition, t'en fais pas. On espère, hein. On pense à la sanité du podcast ici. C'est vrai que c'est un sujet qui tourne autour de la table ces derniers temps. Non, je suis nul. On va peut-être apprendre que Morgan Nutrition et 0,12 Workout sont dopés. Ils ont recommandé des produits dopants à tous leurs clients. les coachs. Des choses à ajouter sur la recomp, Alexandre? Non, je suis assez d'accord avec toi. Hein, je suis assez d'accord avec toi. Donc c'est assez carré. Je pense qu'il y a moyen d'en parler assez longtemps. Ouais, vraiment, je pense que pour ceux qui ont jamais vraiment fait un bon stimulus d'entraînement adapté, parfois ça va recomble naturellement, soit en s'entraînant correctement, soit peut-être, je pense peut-être aux athlètes de force qui ont plutôt travaillé avec des grosses intensités ou quoi, et que du jour au lendemain ils refassent un bloc d'hypertrophie ou quoi, et que justement là le stimulus soit vraiment très propice à ça. Et donc voilà, ça peut permettre éventuellement, surtout que c'est parfois des athlètes qui sont un peu plus lourds. Et donc là, ils réunissent plusieurs cas de figure que tu as cités. Donc on est bon pour la recomp. Voilà tout. Yes. On espère vous avoir régalé via nos réponses. Si c'était pas clair, lâchez-nous un commentaire. Même si, bon, maintenant qu'il y a 50 épisodes, faut qu'on soit plus vif sur les commentaires quand vous commentez sur les anciens épisodes. Il faut qu'on aille dans YouTube Studio. Il faut qu'on se connecte. Et là, on peut voir commentaires auxquels je n'ai pas répondu. C'est vrai que on n'est pas très réactif là-dessus, mais on va s'améliorer. Yes. Tu disais quoi? Alors, je disais, on vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On espère que vous avez chopé quelques points de QI. Et si vous avez des questions, alors en commentaire, mais le meilleur moyen de nous joindre, c'est de nous envoyer un DM sur Instagram, @012workout ou @Morgan Nutrition, avec les deux L qui se collent à la fin de Morgan Nutrition. Évidemment, de toute façon, nos liens seront en description. Voilà, un petit DM. Nos adresses mail pro sont aussi en description. C'est ça le moyen le plus fiable et le plus rapide de nous contacter, hein, si vous avez une question pour le podcast, si vous avez une question par rapport à nos services de coaching, si vous avez une collaboration à nous proposer, ou une remarque, hein, tout à fait. Voilà tout. On espère vous avoir régalé. Allez. Faites un maximum de muscles en 2023, un maximum de perf, soyez en bonne santé, dormez 9h30 par nuit, et puis régalez-vous, quoi. Yes. Allez.
Bonne année 2023. C'est parti.